Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Actus de Boulouris qui se déroule exceptionnellement un vendredi en raison de l'emploi du temps fortement encombré de nos invités, ce qui ne nous aurait pas permis de les avoir un autre jour. Au sommaire, des informations sur les sportifs d'épaule qui se trouvent en pleine préparation ou compétition durant cette deuxième semaine des vacances scolaires. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons donc Alexandre Poteau du Pôle France de ski nautique et actuel numéro 4 mondial avec son entraîneur Marian Malaquin. Nous allons commencer par le triathlon avec le Pôle Espoir qui revient d'une semaine de stage sur la presqu'île de Gien. 7 des 10 membres du pôle, encadrés par Nicolas Becker, se sont rendus dans la charmante station balnéaire varoise afin de se dépayser et d'éviter une certaine routine. Pas de farniente, mais un programme copieux de natation, de course à pied et de vélo ont rythmé les journées de ces espoirs du triathlon. La saison est maintenant lancée pour ces jeunes gens et ces jeunes filles, dont certains ont déjà des résultats très intéressants, comme Jean-Philippe Boulet, Pierre Janté et Jérémy Bouisson. Ils rêvent tous de suivre les traces de leurs illustres aînés, Frédéric Belaubre, Aurélien Raphaël et Davidos. Leurs objectifs passent par une réussite au prochain championnat de France, cadet junior, qui se dérouleront début juin. Alors que les U23 viseront des performances également au championnat de France, mais pour la catégorie élite, ainsi que sur le circuit de la Coupe d'Europe. Tir à l'arc. Après un premier stage à Vittel, les archers se sont retrouvés à Dijon, où se sont déroulées les sélections pour la Junior Cup de Porek en Croatie. 3 jeunes du Pôle France se sont brillamment qualifiés. Il s'agit de Rémi Vermèche, de Laura Ruggieri et de Jordan Dossal. Cette compétition se déroulera la semaine prochaine, du 6 au 13 mai. Nous leur souhaitons une pleine réussite. Nous allons maintenant accueillir Alexandre et Marian sur le plateau. Bonjour Alex. Bonjour. Salut Laurent. Bonjour Marian. Donc très heureux de vous accueillir ce soir. Donc nous allons commencer par un petit reportage sur Alex et Marian avec des images signées toujours par Gabriel Spinelli. T'as vu que t'as à peine tiré, le peu que t'as tiré, t'as super bien avancé au bateau et c'était parfait. Et par contre sur celui-là, bah, le premier était pas... Avant le premier déjà. Ouais. Tu le refais ? En général, on fait plusieurs séquences comme ça bon, ça peut aller de 10 minutes, un quart d'heure à 30, 40, 45 minutes sur l'eau selon ce qu'on travaille. Si on travaille vraiment des parcours, comme c'est des séquences plus longues et plus intenses en général, c'est des séances qui durent moins longtemps. Après, quand on est sur d'apprentissage de figure et qu'il y a plus de chutes, en général ça dure plus longtemps, mais en fait on multiplie comme ça les séquences d'entraînement, 2, 3, parfois 4 dans la journée. C'est vrai que c'est quand même assez intense et coûteux sur le plan énergétique. Du coup on a du mal à travailler sur des séquences d'entraînement plus longues sans qu'il y ait vraiment après une détérioration technique assez importante. Puis après il y a aussi le froid qui peut jouer. Bon là aujourd'hui il fait assez bon, après c'est vrai qu'en hiver quand l'eau est froide c'est plus difficile de tenir longtemps.
Comment tu te sens en ce début de saison? Ça va. J'ai fait 2 bonnes compétitions là, en Australie, donc à Melbourne et à Perth, où il y avait une Coupe du Monde, donc je finis 2e. Donc je suis assez content. Et donc là, c'est un peu une période de transition, donc on va reprendre sur les Masters en fin mai là, aux États-Unis. Donc c'est bien parti, là je m'entraîne bien, j'ai une bonne condition physique, donc ça va. Quels sont tes rendez-vous importants? Pour l'instant, donc il y a les championnats d'Europe qui sont en Italie, à Recetto, où c'est un peu la compétition importante de l'année. Après, peut-être d'autres Coupes du Monde, on ne sait pas encore, on attend le calendrier. Et voilà. C'est tout, pour l'instant, c'est tout. Et tes principaux adversaires, qui sont-ils? Moi, je suis 4e mondial, donc il y a devant, nous avons le Biélorusse Alexei qui est le recordman du monde et champion du monde actuellement. Il y a aussi Nicolas Forestier, ancien recordman du monde et plusieurs fois champion du monde. Et aussi l'américain Jimmy Simmers et puis mon ami Pierre Ballon aussi qui est voilà, concurrent. Bon, très bien, donc on va commencer par Marian. Donc on a vu sur l'arrière-plan, quand Alex était interviewé, un magnifique plan d'eau. Donc tu le connais depuis très très longtemps. Tes souvenirs, ils remontent à quand? Ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis ici. Je suis arrivé ici en 95 pour être exact, sur ce plan d'eau en tant que skieur, comme Alex peut l'être maintenant, même plus jeune, quand j'ai intégré le pôle France qu'on appelait encore à l'époque sport-études. Et donc ça fait un bon paquet de temps que je le fréquente et c'est un outil de qualité. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement par rapport à cet outil? En fait, un plan d'eau qui vient d'avoir 20 ans l'an dernier en fait exactement, qui est le centre national de la fédération, donc qui est un plan d'eau artificiel qui a été creusé exclusivement pour la pratique du ski nautique, qui a connu aussi déjà plusieurs compétitions, notamment un championnat du monde en 95 et le championnat d'Europe en 2002. Voilà, et puis c'est un outil privilégié aujourd'hui pour la fédération pour non seulement l'entraînement des skieurs de haut niveau, mais aussi un outil de développement pour la pratique en général et aussi un bon support pour les formations en général qui peuvent s'y faire. Donc c'est vraiment un outil, on va dire, polyvalent pour le ski nautique, quoi. Alors Alex, justement, toi tu y es aussi quasiment tous les jours sur ce plan d'eau. À quel âge tu as commencé le ski nautique? Donc moi j'ai commencé à 9 ans, à l'âge de 9 ans. C'était lors d'une journée découverte. Donc, j'avais un ami, son père travaillait dans le ski nautique, il était DTN, c'était Jean-Michel Co. Et il m'a fait découvrir lors de cette journée découverte le ski nautique et j'ai retrouvé les sensations de glisse que j'avais durant le ski, quand je faisais du ski alpin, quoi. Bon, Alex, on sait que tu es quelqu'un de modeste, tu n'aimes pas te mettre en avant, mais peux-tu nous donner un peu ton palmarès pour les gens qui ne te connaissent pas encore très très bien? Donc moi j'ai fait 2 fois champion du monde en moins de 21 ans. J'ai fait 2 fois champion d'Europe. L'an dernier j'ai fait second aux US Masters et second à la Coupe du Monde cette année en Australie. Et pour l'instant. Récemment, c'est ça. Voilà, donc on l'a vu, tu nous as dit que effectivement tu es numéro 4 mondial, tu nous as cité tes principaux adversaires. Le côté un peu complexe de cette année, c'est que là tu es vraiment avec les seniors, même si déjà les compétitions se déroulaient avec eux, mais il y avait un double classement. Oui, donc je me battais un peu dans 2 catégories, j'étais un peu entre 2 chaises. Mais c'est vrai que maintenant là, je suis complètement senior, donc je vais pouvoir me concentrer vraiment qu'à cette catégorie-là, même si j'étais entre deux. Voilà. Voilà. D'accord. Marian, depuis combien d'années tu entraînes Alex? Est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait, peut-être pas uniquement sportif, c'est toi qui vois. Depuis combien d'années, je saurais même pas le dire exactement. En fait, j'étais déjà là quand il a commencé cette fameuse journée découverte. Bon, je m'en rappelle pas précisément, mais en tout cas, je me rappelle de ses premiers
ses premières venues au plan d'eau pour s'entraîner sur ce lac, puisqu'en fait il s'est toujours entraîné sur le même site depuis le départ. C'est assez rare pour être souligné quand même. Et donc moi j'étais en fait, quand il a commencé à s'entraîner sérieusement, à faire ses premières compétitions, moi je travaillais déjà sur le plan d'eau à l'époque en tant que pilote et moniteur sur la structure. Donc c'est vrai que Alex à cette époque-là était entraîné par une autre personne, mais moi c'est vrai que j'avais souvent l'occasion de le piloter, donc en fait je l'ai vu évoluer depuis quasiment le départ. Et puis bon, malheureusement il s'est avéré que cet entraîneur qui était aussi mon entraîneur d'ailleurs est décédé, et puis après de façon un peu logique à la fois par rapport à mon parcours professionnel et puis sur la suite logique des choses, c'est que j'ai commencé un peu à m'occuper de lui au niveau de son entraînement, et puis aussi de Clémentine notamment qui s'est retrouvée un peu confrontée au même problème. Et puis bon, enfin en fait ça a démarré comme ça. Et puis après Alex, c'est le petit du coin, hein, comme j'ai dit, il a toujours démarré ici. À la différence de la plupart de ses collègues ou adversaires en ski, il a démarré avec la discipline des figures, et c'est vrai que c'est assez original parce que dès le plus jeune âge, il voulait entendre parler que de cette discipline, alors que tous les jeunes en général préfèrent se tester sur toutes les disciplines du ski nautique. Lui, bon, il a été intéressé toujours que par celle-là, et c'est vrai que c'était un peu le côté original du parcours d'Alex qu'on retrouve vraiment très rarement chez les autres skieurs. Voilà, et puis comment il se comporte dans un groupe ? Il est assez pénible, il embête tout le monde. Non, je plaisante. Non, il est plutôt. Je pense qu'il est plutôt discret dans un groupe, mais parce que c'est son tempérament. Mais bon, après, je pense qu'une fois qu'il est au contact de personnes qu'il connaît un petit peu plus, même si c'est pas forcément le bout en train de la bande, je pense que c'est quelqu'un qui sait se faire sa place et qui sait s'exprimer et apporter sa pierre à l'édifice dans une vie de groupe à sa façon, une fois que la confiance entre les uns et les autres a pu s'installer. Alors justement, donc, tu as dit par rapport à Alex que tu l'avais vu skier très très jeune, à ses débuts. Est-ce que, avec l'œil de spécialiste que tu as, très très rapidement on peut voir des qualités de glisse chez les jeunes ou ouais, c'est quelque chose qu'on peut facilement qu'on peut déceler. Effectivement, bon, je pense que dans tous les sports, on retrouve des profils de sportifs ou de skieurs qui sont particulièrement doués dès le plus jeune âge, et puis d'autres qui ont plus de difficultés. Bon, moi, je pense qu'Alex était vraiment normal au départ, pas quelqu'un pour être tout à fait honnête, de surdoué dans son apprentissage. J'aurais pas d'ailleurs misé dans ses premières années, quand il avait 12-13 ans, sur une progression aussi rapide, parce qu'il a rapidement fait des scores, notamment en fin de catégorie junior, qui étaient parmi les meilleurs qui se soient jamais fait dans la catégorie. Et c'est vrai que 3-4 années avant, je pense pas que grand monde aurait misé sur une progression aussi rapide. Et puis finalement, bon, il s'est avéré que avec un entraînement cohérent, puis surtout, le mérite lui revient à lui, je pense une motivation et un investissement sans faille, les progrès ont été rapides, et à la limite même plus rapide que ce que peut-être un œil aiguisé aurait même pu espérer, quoi. Alors Alex, une petite question pour Alex. Avec le ski nautique, vous parcourez le monde dans des endroits qui font rêver n'importe quel touriste. Est-ce qu'il y a des plans d'eau que tu aimes particulièrement, et également aussi des endroits sur lesquels tu aimes bien aller? Moi, j'ai beaucoup aimé l'Australie, donc surtout Melbourne. J'ai vraiment adoré cette ville. Ça bouge beaucoup, c'est très jeune, donc très actif, ça. Donc j'aime beaucoup Melbourne. Après, par contre, les conditions de ski ne sont pas extraordinaires, mais la vie là-bas, c'est c'est bien. Par contre, pour les conditions de ski, j'ai beaucoup aimé le Pérou, où c'est 2 plans d'eau qui sont bien abrités du vent, les conditions sont parfaites, donc non, c'est très bien. J'ai bien aimé le Pérou. D'accord. Marion, la même question, avec un parcours encore bien plus long.
Ouais, c'est sûr que on est amené à faire des beaux voyages, ça c'est vrai. C'est pas tout le temps le cas non plus. C'est vrai qu'on on nous imagine toujours dans des destinations incroyables. Bon, même si c'est vrai que on a visité des pays très sympas. Bon, c'est pas. Il y a des fois où on va dans des endroits moins rigolos, mais bon, c'est pas. Je pense que c'est le changement qui fait que c'est intéressant. Et après, en termes de souvenirs, effectivement, l'Australie, ça reste quand même une destination très intéressante. Puis moi, personnellement, j'ai un petit penchant pour les contrées asiatiques. Bon, c'est mon petit coup de cœur en termes de voyage en général, quoi. D'accord. Marion, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Le ski nautique réclame des moyens matériels relativement importants. Est-ce qu'il faut être automatiquement issu d'une famille aisée pour pouvoir pratiquer le ski nautique? J'ai envie de dire que tout dépend à quel niveau et où on se place en termes de pratique. Effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Un jeune qui souhaiterait se lancer dans la compétition et qui voudrait pratiquer suffisamment pour progresser, c'est certain que si les revenus de ses parents malheureusement sont vraiment très limités, à un moment donné ça risque d'être compliqué, et c'est vrai qu'il y a un passage qui nécessite un minimum d'investissement et parfois des sacrifices au niveau familial pour pouvoir y parvenir. Bon, après c'est vrai qu'une fois un niveau plus élevé atteint, comme c'est le cas par exemple d'Alexandre, bon, c'est certain que les niveaux de prise en charge sont tels que le financement de son entraînement est beaucoup moins compliqué à obtenir, parce que bon, il y a tout un système, un dispositif autour de soi avec des subventions, des aides qui font que c'est beaucoup plus facile de subvenir à ce que ça coûte. Après, par contre, j'ai envie de dire que l'accessibilité aujourd'hui au ski nautique pour un pratiquant plus loisir est aujourd'hui de plus en plus sur la voie du développement grâce à l'émergence du téléski. Qui est une pratique derrière un câble qui aujourd'hui est en train de vraiment se démocratiser en France, et qui là en termes de coût est vraiment très très accessible pour tout un chacun qui voudrait s'y essayer, quoi. D'accord, donc la fédération fait tout pour essayer de promouvoir un peu ces nouveaux matériels? La fédération, ouais, c'est un de ses axes forts de développement, c'est vraiment de supporter et de développer la pratique des téléskis. Il faut savoir qu'il s'en construit 1 à 2 par an actuellement sur le territoire français. Il va y en avoir bientôt quasiment une vingtaine, certains à proximité de grandes agglomérations. Donc c'est vrai que c'est un support de développement vraiment intéressant, et la fédération travaille vraiment pour continuer à développer cet outil qui me semble être vraiment une solution complètement adéquate aux problématiques actuelles de la société pour démocratiser ce sport et le rendre accessible. Alors donc nous avons parlé également effectivement de pays étrangers. Il y a un certain nombre de skieurs et de skieuses français qui s'y trouvent, qui vivent pendant une partie de l'année. Toi, en tant qu'entraîneur, est-ce que ce n'est pas des fois compliqué pour tout coordonner? Comment tu fais? C'est vrai qu'il y a certains skieurs qui ont fait le choix de s'expatrier à 99% aux États-Unis, parce que les dispositifs là-bas au niveau universitaire sont assez intéressants pour eux, pour pouvoir s'entraîner et mener à bien leurs études en même temps. Bon, il y a aussi des facilités au niveau du climat, notamment en Floride, où la plupart des skieurs se trouvent, qui sont quand même assez favorables. Et c'est vrai que bon, le suivi de ces skieurs peut s'avérer parfois un petit peu compliqué, parce que la distance fait que c'est pas simple, mais même si les lieux sont vraiment hyper adaptés à la pratique, on se rend compte qu'il y en a certains qui justement, après quelques années là-bas, sont un peu en manque de repères, en manque de cadre, notamment par rapport à leur entraînement et à leur entraîneur. Et c'est vrai que nous, à la fédération, avec mes collègues cas techniques, on essaie de s'adapter à cette migration des skieurs, et de leur donner un cadre en termes de suivi qui puisse leur permettre de garder une ligne de conduite dans leur entraînement qui soit vraiment cohérente, même si on n'a pas toujours la possibilité d'être avec eux physiquement. Mais effectivement, il n'y a pas de recette miracle là-dessus, mais je pense qu'on progresse quand même. Ouais. D'accord.
Alex, toujours par rapport à l'entraînement, dans quel domaine tu estimes être encore perfectible? Alors moi, j'ai des soucis en corde au pied, donc j'ai du mal à assurer certaines figures qui ne permettent pas d'intégrer ces figures-là dans mon parcours. Donc je suis obligé de travailler beaucoup plus en corde au pied, essayer d'assurer les figures qui me manquent pour essayer de faire plus de points encore. Et voilà. Et donc c'est un travail qui est très très minutieux, j'imagine? Ah oui, c'est beaucoup d'heures d'entraînement, parce que assurer une figure, c'est là la difficulté, c'est d'essayer de moins tomber dessus pour pouvoir la mettre dans le parcours et être sûr de la passer. Et c'est un travail assez long, quoi. Marion, est-ce que tu es quelqu'un d'attentif par rapport au double projet, au projet de vie de tes skieurs? Ouais, tout à fait. C'est même, j'ai envie de dire, l'objectif premier du Pôle France ici, c'est de faire en sorte que les athlètes qui s'y trouvent puissent concilier un projet de vie, un projet professionnel ou de formation qui soit cohérent et qui s'imbrique le mieux possible avec leur carrière sportive. Moi, je suis hyper attentif. J'essaie d'être le plus attentif par rapport à ça, puisqu'effectivement, même si les meilleurs skieurs nautiques au monde peuvent en vivre, on va dire, pour le temps qu'ils en font, mais vraiment pour les meilleurs d'entre eux, malheureusement, les sources de revenus issues de la pratique sportive ne seront pas suffisantes pour leur assurer vraiment un avenir. Donc c'est toujours important de mener une formation à côté qui soit efficace et c'est vraiment le but premier d'une structure comme celle qu'on a ici, quoi. D'accord. Alors justement, Alex, quel est ton double projet? Alors moi je suis actuellement en 3e année d'ostéopathie à Atman, c'est à Sophia Antipolis. Donc c'est bien parce que c'est à proximité de mon lieu d'entraînement, donc je peux assurer un entraînement quasi tous les jours. Donc la proximité, voilà, ça me permet de gérer un emploi du temps, d'essayer d'entraîner le maximum possible. Alors ce sont des études de haut niveau également. Quels aménagements disposes-tu? Alors j'ai signé une convention avec l'école qui me permet d'avoir des absences que je peux rattraper grâce à un tuteur. Et ça me permet de rattraper toutes les heures que j'ai loupées et grâce à un tuteur qui est un élève d'une année supérieure. D'accord, ok. En tous les cas, Alex et Marion, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Alors donc cette émission se termine avec des images de la petite réception donnée en l'honneur de l'équipe de France de volley qui a terminé son stage en fin de semaine dernière, des triples sauteurs ainsi que de Christine Aron de l'équipe de France d'athlétisme. J'en profite pour vous annoncer que l'émission de la semaine prochaine justement sera un spécial athlé et qu'elle aura lieu jeudi prochain 10 mai à 18h. Notez-le bien, les émissions se tiendront dorénavant tous les jeudis à 18h. Bonsoir et à la semaine prochaine. Messieurs, la vôtre, c'est la tradition à Boulouris. Monsieur le directeur. Santé.